Salut tout le monde, c'est Roswell. Nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, on va aborder un sujet assez sensible qui va être les défenses. Les défenses telles que je les conçois, pas les défenses telles qu'elles doivent être conçues. Chacun a sa façon de voir la chose. Mais voilà, je vais tenter de vous expliquer, moi, ce qui pour moi est une bonne défense ou pas. Et comment monter sa défense, quoi. Alors, première chose à savoir, déjà, il y a plusieurs types de défenses. La- il y a des défenses pour la GDA, les défenses pour les raids, euh, et des défenses pour les tournois. Tout ça, ça va pas être la même défense. Même dans un tournoi, je veux dire, chaque type de tournoi, que ce soit attaque de ruée, booster de bonus, comment il s'appelle le dernier, ou attaque sanglante, quelque chose comme ça, je me rappelle plus, bref. Ça sera une défense différente qu'on va monter pour chacun de ces tournois-là, sans même compter les couleurs qui sont exclues. Et pareil pour entre le raid et la GDA, on met pas obligatoirement la même défense en raid qu'en GDA. On peut, mais il y a des petites différences. Je vais surtout m'arrêter personnellement sur les défenses raid et GDA, tout simplement parce que moi c'est les aspects qui m'ont le plus intéressé et du coup sur lequel je pourrais peut-être un peu plus donner des conseils. Les tournois, c'est vrai que je les fais comme ça, histoire de les faire, souvent pour remplir pour faire le POV, pour essayer d'avoir un petit peu de récompense, etc. J'ai jamais spécialement perfé sur les tournois et jamais spécialement cherché à le faire. Donc, allons-y. La première chose à savoir, c'est qu'une défense est donc constituée de trois types de héros différents. Hop, on va aller, voilà, sur des défenses. Ça, c'est la défense que j'ai actuellement sur les raids. Et ça, c'est la défense que je chercherai à mettre sur la GDA. On voit qu'il n'y a pas grand chose qui diffère, mais il y a une différence notable. On y reviendra après. Une défense est composée d'un tank, qui est le personnage central, de flancs, qui sont les deux personnages qui sont juste à côté du tank, et des liés ou d'arrière, peu importe comment vous les appelez, qui sont donc les personnages qui sont à l'extrémité. Tous ces personnages-là auront des caractéristiques différentes. On va commencer par le tank qui est le plus important. Clairement, une défense, on la construit en partant du tank. On choisit son tank pour telle ou telle raison. Ensuite, on va aller prendre des flancs qui vont avoir une certaine interaction, si possible, avec ce tank. Et ensuite, on va placer les ailiers. On va essayer de trouver un maximum de synergie entre tous ces personnages, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'un bon tank pour moi? Pour moi, un bon tank, c'est un personnage qui va avoir une grosse stat défensive et un gros stack de PV. Donc là, par exemple, c'est Telluria. Bon, Telluria, clairement, c'est un des meilleurs tanks du jeu. Là, elle est emblémée 14. Excusez-moi. Elle est emblémée 14, donc forcément, ses stats sont un peu boostés. Mais de base, elle est dans les 800 de défense et dans les 1400 de points de vie. C'est personnellement ce que je vais rechercher chez un tank. C'est le type de stat minimum que je vais rechercher. On peut éventuellement trouver des tanks qui ne commencent pas avec du 800 et du 1400, mais dans ce cas-là, on va les emblémer. Et moi, personnellement, c'est vraiment le seuil que j'essaie de leur donner, c'est d'arriver à ce, à ce seuil-là, quoi, dans les 800 de défense et dans les 1400 de PV. Un tank, à part quelqu'un de robuste, qu'est-ce que c'est? Déjà, vous voyez, 646 en attaque, c'est pas énorme. Pour moi, c'est secondaire. Pour un tank, c'est pas spécialement les dégâts qu'on va chercher avec le tank, ça va surtout être l'utilitaire et la résistance. Vous aurez remarqué que quand vous attaquez une équipe, l'équipe de défense en face est positionnée en V. Et ce positionnement en V, ça fait que le personnage du centre, qui est donc le tank, c'est lui qui va prendre un maximum de tuiles sur la tronche. Il y a 3 tuiles en dessous de lui. Il y a 3 tuiles qui vont d'abord qui vont taper le tank et qui ne taperont pas les autres tant qu'on ne sera pas débarrassé du tank. Les autres, tant que toute l'équipe est encore là, que le tank est encore là, ils ont une seule rangée en dessous d'eux. Une fois que le tank n'est plus là, c'est les flancs qui auront deux rangées qui peuvent les toucher. Et ensuite, à ce moment-là, donc les arrières auront toujours une seule rangée qui pourra les toucher. Et une fois qu'on sera débarrassé des flancs aussi,
Là, on pourra s'attaquer aux arrières. Je parle bien entendu là par rapport au CS, mais par rapport aux tuiles. D'où l'importance du tank, il faut qu'il soit vraiment résistant. Autre chose, le tank, de par sa position, est aussi celui qui mourra en premier, malgré ses gros stats de défense et de PV. À partir de là, il faut qu'il ait une CS qui est une application sur un maximum de héros, que ce soit de héros alliés ou de héros adverses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va chercher comme CS chez un tank? Quelqu'un qui va taper minimum 3 personnes ou plus. Quelqu'un qui va avoir un utilitaire qui va booster la défense de minimum 3 personnes ou plus. 3 personnes, ça va être généralement donc les CS qui disent le lanceur et les alliés à proximité. Ou les ennemis, la cible et les ennemis à proximité. Voilà, un mini qui va avoir quelque chose sur au moins 3 personnes. Pour avoir un maximum d'impact sur le raid, parce qu'un tank qui ne fait que frapper une personne, c'est cool, il va frapper une personne, mais il y a des chances qu'il meure avant d'avoir fait plus que mettre quelques dégâts sur une personne. Éventuellement, il va tuer une personne et puis au final, ce sera tout. Après, il sera mort et il n'aura pas eu un gros impact sur le raid. En revanche, une Telluria, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inflige 90% de dégâts sur tous les ennemis. Elle invoque un sbire familier de la forêt pour tous les ennemis. Alors, c'est une erreur sur la carte qu'ils n'ont toujours pas corrigé. C'est marqué pour les alliés proches. Non, c'est pour tout le monde. Et un léger heal sur tous les alliés. Et enfin, tous les ennemis reçoivent moins 24% de génération de mana pour 2 tours. On est typiquement dans de la CS de tank. Les dégâts sont sur tout le monde, même s'ils sont assez négligeables. Les sbires sont donc encore une fois pour tous les alliés, pas juste elle-même et les alliés proches comme ça peut être marqué. Et le heal est pour tous les alliés et le debuff de génération de mana est pour tous les ennemis. Elle agit sur tout le monde et elle a un impact, du coup un gros impact sur le raid pendant longtemps. Voilà, elle aura eu un gros impact sur le raid parce qu'elle aura agi sur tout le monde. Pareil si on a envie d'un tank qui est plus basé dégâts, qui va faire des dégâts, on va choisir un tank qui fait des dégâts sur plusieurs personnes, au minimum 3 personnes. Qu'est-ce que je peux avoir comme exemple? Comme exemple, j'en ai un tout de suite qui me vient en tête. Bon, là c'est un héros qui n'est pas du tout évolué, mais qui pour moi peut être en tank. En soi, on la voit plus en flanc, on y viendra après. On peut assez facilement lui donner les stats qu'on veut pour un tank, et sa CS, ça monte jusqu'à 225 je crois de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes, et c'est en rapide. Donc ça peut, déjà rien que ça peut avoir un assez gros impact. Elle purifie les effets négatifs de tous les alliés, pardon. Et elle affiche des dégâts supplémentaires contre la glace. Ça c'est une partie qui pour moi en fait plus un flank qu'un tank. Mais voilà, elle va agir sur un maximum de personnes. Et en plus elle sera en rapide, elle fait des dégâts. En gros, un tank qui est utilitaire, et principalement utilitaire, ce qui est le cas d'une Telluria, on va être moins regardant sur sa vitesse de mana. Un tank qui fait des dégâts comme c'est le cas pour Francine, on a envie qu'elle frappe aussi souvent que possible, donc plutôt une mana rapide. Maintenant, soyons clairs, quelle que soit la position, que ce soit tank, que ce soit flanc, que ce soit arrière, et encore plus pour les arrières, plus la mana est rapide, mieux c'est. De base, c'est quelque chose d'assez universel pour tous les héros, plus c'est rapide, mieux c'est. Retournons sur cette défense. Ensuite, donc ça c'est pour le tank, faut que ce soit solide, faut que ça ait un impact sur un maximum de personnes. Ensuite on a les flanks. Les flanks, non d'abord, je voudrais expliquer aussi autre chose sur la composition d'une défense. Donc comme je l'ai dit, en gros, plus on est au centre, plus on a besoin, plus un héros se retrouve au centre de votre défense, plus il aura besoin d'un gros stock de PV et d'une grosse défense. Et plus on va s'écarter, et pas obligatoirement un gros besoin de stats d'attaque. Plus on va s'écarter du centre, moins on aura spécialement besoin de défense et de PV, et plus on aura besoin d'attaque. Tout simplement parce que plus on va s'écarter du centre, moins on aura de chance de frapper souvent.
Donc quand on va frapper, faudra que ça frappe assez fort. Et surtout, plus on va s'écarter du centre, moins on va prendre de tuiles dans la tronche et donc moins la mana va charger facilement. Donc il faut avoir plus de rapidité de mana. Donc le tank et les flanks maintenant. Qu'est-ce qu'un bon flank? Un bon flank ça va être un petit peu comme un tank mais plus basé sur le dégât. Tant qu'à faire, c'est un peu un mix en fait, on va dire, le flank entre le tank et les arrières, c'est-à-dire qu'on va vouloir qu'ils soient un peu plus rapides que le tank parce qu'encore une fois il va prendre moins de tuiles. On va vouloir qu'il fasse des dégâts, on va vouloir éventuellement aussi qu'il apporte quelque chose, qu'il apporte un utilitaire. Donc là par exemple, qu'est-ce que j'ai choisi comme flank pardon. J'ai choisi un Drakefang. Bon, c'est pareil, il est emblémé, hein, les stats de base sont moins fortes que ça. Mais quand on peut voir, il a pas mal d'attaques, il a une bonne défense et je lui ai aussi mis un maximum de PV. Euh, Qu'est-ce qu'il fait ce Drakefang? Il a une mana rapide, il inflige 270% de dégâts sur 3 personnes. Donc il fait mal. Et en plus, il inflige un debuff de précision de 35%. Il va permettre à son tank de survivre aussi quand il va déclencher, et à toute son équipe de survivre quand il va déclencher. Tout simplement, le debuff de précision, ça fait que ça marche aussi bien sur les CS que sur les dégâts de tuiles. Donc l'adversaire, quand il va attaquer, il va balancer des tuiles. Pas de bol, Drakefang se déclenche. Il va envoyer sur 3 personnes son debuff de précision en plus des dégâts. L'adversaire il va continuer à envoyer des tuiles pour charger sa mana. Et ces tuiles vont toucher mes héros, sauf que ça ne leur fera pas mal. Et par contre, ça va quand même leur charger la mana. Donc c'est une forme de défense pour ses équipiers. Pourquoi est-ce qu'il va bien avec une Telluria? Parce que justement la Telluria, elle va débuffer la génération de mana. Drakefang va débuffer la précision, en plus de faire ses dégâts. Donc les tuiles vont taper dans mes héros sans leur faire mal, mais par contre ça va continuer à charger leur mana. Mais ça va charger beaucoup moins vite la mana de ces mêmes ennemis. Donc c'est exponentiel, les deux vont faire rentrer dans un cercle vicieux où l'ennemi aura besoin d'envoyer de plus en plus de tuiles pour pouvoir se charger. En même temps il va me charger de plus en plus sans me faire spécialement mal. Donc les deux vont plutôt bien ensemble. Ensuite, on a qui sur l'autre côté? On a Mani. Mani, il va frapper qu'une seule personne, mais il va le frapper très fort. Et il va appliquer sur 3 personnes un debuff de défense. Ce qui fait que, encore une fois, ce sera la même chose. Si Drakefang s'est déclenché et si Telluria s'est déclenché, l'ennemi il va avoir du mal à recharger sa mana, il va me charger ma mana, il va pas me faire spécialement mal. En revanche, Drakefang va lui faire mal et Mani va lui faire très mal. En plus de débuffer sa défense, donc il aura de plus en plus mal au fur et à mesure. Et le deuxième coup que Mani déclenche, il a des chances de tuer quelqu'un. Ensuite, on arrive sur les ailes. Les ailes, donc il y a plusieurs façons de voir les choses. Dans l'idéal, il vaut mieux dans une défense avoir un maximum de héros qui font mal à plusieurs personnes. J'ai pas assez ça dans mon deck et dans ma défense actuellement, même si je vais essayer de changer ça. Puisque ma défense, bientôt j'essaierai de mettre celle-ci, où là j'aurai déjà 2 héros qui tapent sur tout le monde au lieu d'un seul. Je ne compte pas Telluria là-dedans parce que ces 90% de défense sont vraiment très anecdotiques. Et voilà, je la compte carrément pas dans les dégâts, quoi. C'est pour moi c'est les sbires, bon, qui font un petit peu mal, et le debuff de génération de mana. Là, je me retrouve avec Mitsuko qui tape sur 3 personnes, Drakefang qui tape sur 3 personnes, et à côté de ça, j'ai 2 snipers. Dans l'idéal, moi, je préfère placer les snipers sur les ailes. Il n'y a pas d'obligation. Mani reste un très bon flank, même s'il tape que sur une seule personne. Et de toute façon, j'ai pas beaucoup d'autres solutions en tant que flank bleu. Et voilà, donc sur les ailes j'ai 2 snipers qui, hop, on va aller voir vite fait leur carte. Donc vous voyez, on est en dessous en termes de défense par rapport à un Drakefang. Bon, aussi en attaque, mais bon, ça c'est la Mariana de base qui a une stat d'attaque qui est assez faible, mais en rouge il n'y a pas beaucoup de choix pour les snipers. Il n'y en a qu'un seul en fait. Enfin, il y en a 2 maintenant. Il y a Mariana et il y a Gefion qui est arrivé il n'y a pas longtemps,
que j'ai la chance d'avoir, mais qui n'est pas monté et que je ne monterai pas tout de suite parce que Mariana est déjà montée et que du coup je peux attendre avant de mettre Gefion. Mais clairement, à terme, je mettrai plus Gefion que Mariana dans cette défense et à cette position-là. Et de l'autre côté, j'ai Sartana. Vous voyez, la stat de défense n'est pas montée du tout. J'ai clairement basé les emblèmes sur l'attaque et le point de vie. Pas spécialement sur la défense, puisqu'encore une fois, elle va prendre peu de tuiles sur la tronche. Par contre, ça tape très fort, 452%. En plus, il y a un dot, c'est exactement la même chose pour Mariana. Enfin, exactement, c'est pas le même pourcentage de dégâts. Là, on est à 458% de défense, plus un dot. Ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Ça, c'est une défense de raid. C'est une défense de raid et c'est pas une défense de GDA pour moi. Pourquoi est-ce que c'est une défense de raid et pas de GDA? Eh bien, tout simplement parce que c'est pas la même mécanique. Une défense de raid, c'est une attaque. La défense de raid va devoir résister à une seule attaque. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est à se débarrasser de l'ennemi le plus rapidement possible. On n'a pas spécialement besoin On va pas chercher à survivre très longtemps, on va chercher à tuer le plus vite possible. Puisqu'encore une fois, donc il y a une seule attaque à laquelle il faut résister. Par contre, en GDA, c'est autre chose. En GDA, vous allez devoir résister à un maximum d'attaques consécutives, sans récupérer tous les points de vie entre deux attaques. Vous allez avoir une équipe qui va vous attaquer, elle va vous faire des dégâts, et ben voilà, faut derrière être capable de survivre à d'autres attaques qui vont suivre. Donc la grosse différence pour moi entre une attaque de GDA et une attaque de raid, c'est qu'en GDA, vous voyez, il n'y a plus Mani, il y a Ariel. Pourquoi est-ce qu'il y a Ariel? Parce que Ariel, c'est un healer. Et dans une GDA, je pense que le healer est obligatoire. Ce qui n'est absolument pas le cas en raid. En raid, encore une fois, le but c'est de se débarrasser de l'adversaire le plus vite possible, donc de lui faire un maximum de dégâts, d'avoir un maximum de force de frappe. Or, un healer dans la défense, c'est une place en moins pour de la force de frappe. Donc le healer n'est pas obligatoire pour moi sur raid. C'est pas une mauvaise chose non plus de mettre un healer, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est de la façon dont moi je conçois la défense, il n'y a pas une seule façon de voir la chose. Mais voilà, pour moi en GDA, en raid, il faut avant tout voir la force de frappe et se débarrasser au plus vite de l'adversaire. En GDA, par contre, il faut un healer parce que, encore une fois, il va falloir survivre à plusieurs attaques d'affilée. Donc dans cette défense, vous voyez, moi je garde le même principe, la même base, sauf que j'ai mis un healer à la place d'un de mes frappeurs. Ça, c'est pour le truc général. Après, il y a aussi autre chose qu'il faut voir, c'est l'emplacement des héros. Pour l'emplacement des héros, il y a plusieurs façons de voir la chose. On l'a vu ça aussi avec l'autre défense que j'ai montré. Donc pour les emplacements des héros, ça c'est exactement le même principe que ce soit en GDA ou en raid. Donc pour moi, je peux voir avec une défense en tank vert comme j'ai, comme on fait dans mon alliance, on peut voir ça soit comme ça, soit comme ça. Donc je m'explique. Vous avez un tank qui est vert. Un tank vert, en particulier Telluria, c'est très résistant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attaquer avec un maximum de rouge, soit en mono rouge, soit en 3-2 avec 3 rouges. Pour rappel, plus vous mettez de héros d'une même couleur dans votre équipe d'attaque, plus les tuiles de cette même couleur vont faire mal. Les dégâts s'additionnent, je crois. En tout cas, ça fait de plus en plus mal, c'est exponentiel. Plus vous avez de héros rouges, par exemple, dans votre attaque, plus les tuiles rouges vont faire mal. Donc, une équipe comme ça, on va l'attaquer avec un maximum de rouge. Si on attaque avec un maximum de rouge, il faut que j'essaye de protéger mon vert. Donc, le vert est faible contre le rouge. Pour protéger mon vert, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du bleu à côté, puisque le rouge est faible contre le bleu. Ce qui fait que ces tuiles rouges qui vont faire très mal à mon tank, elles vont pas faire très mal au flanc à côté qui est bleu. Donc ça va charger mon flanc bleu sans lui faire super mal. Donc il va se déclencher et il va faire mal à l'équipe d'en face. Ensuite à côté on peut mettre un rouge. Pourquoi on peut mettre un rouge sur notre flanc? Tout simplement parce que ces trois couleurs marchent ensemble. Le rouge est fort contre le vert, mais il est faible contre le bleu. Le bleu est fort contre le rouge, mais il est faible
contre le vert. Et le rouge, et bah on l'a dit, donc il est fort contre le vert, faible contre le bleu. C'est une façon de faire en sorte que ces trois couleurs-là se protègent les unes les autres. Maintenant, clairement, le rouge n'est pas obligatoire. Quand on est en tank vert, c'est pas obligé de mettre un tank rouge, un flanc rouge, pardon, à côté du tank. Dans le sens où le rouge, il protège contre quoi? Il protège contre le bleu. Donc, il y a pas, il y a très peu de chances que d'être attaqué avec du bleu. Sur un 3-2 éventuellement, quand on a certains héros qui peuvent être utiles. Sur un mono, clairement pas, on va pas attaquer une Telluria avec un mono bleu. Par contre, on peut éventuellement l'attaquer avec un 3-2 rouge et bleu, selon les héros qu'on peut avoir, ça peut éventuellement être envisageable. D'où l'intérêt et la possibilité de mettre un rouge comme deuxième flanc. Voilà pourquoi cet ordre possible. Ensuite, on a le jaune et le violet qui, eux, marchent donc à deux. Le jaune est fort contre le violet quand il attaque le violet, mais il est faible quand il défend du violet. En gros, on va attaquer un jaune en violet parce qu'on fait mal au jaune. Par contre, le jaune va aussi faire mal au violet. Je sais pas si je suis très clair, mais je sais pas pourquoi ce jaune et ce violet, j'ai toujours eu un peu de mal à expliquer le rapport entre les deux. Mais voilà, ces deux couleurs-là, pardon, marchent ensemble, alors que les trois autres marchent ensemble de leur côté. Et elles ne marchent donc qu'à deux, le jaune et le violet. Donc il y a moins besoin, surtout à partir du moment où on a le tank qui est vert, rouge ou bleu, il n'y a pas spécialement besoin que ces deux couleurs-là soient placées l'une à côté de l'autre. C'est moins impératif. Mais ça peut être pas mal aussi. Encore une fois, c'est surtout sur du 3-2 en fait qu'on va utiliser. Enfin, pour se prévenir d'un éventuel 3-2 qu'on va marcher comme ça. Contre un mono, ça peut être très bien. Encore une fois, le rouge va protéger contre le bleu et contre le... Ouh là là là, ça y est, je raconte n'importe quoi. Le rouge va protéger contre le vert. Donc c'est bien aussi de le mettre à côté du bleu, donc sur l'aile dans ce cas-là, et le jaune ou le sombre à mettre en flanc de l'autre côté, et le sombre ou le jaune suivant, voilà, bref, l'autre couleur sur l'aile. Au niveau des emplacements de couleurs, de toute façon ce sera une de ces deux solutions. Ce sera soit les bleu, vert, rouge ou dans n'importe quel ordre au centre avec les jaunes et sombres sur les côtés, soit le tank donc rouge, vert ou bleu avec la couleur qui va la protéger juste à côté en flanc, et le jaune ou violet sur l'autre flanc. J'ai l'impression que c'est pas clair ce que je suis en train de dire, j'espère que vous avez compris. Voilà, en tout cas, cet emplacement est très important. On va voir un autre exemple, par exemple, de ce qui n'est pas bon à faire. Ce qui serait pas bon à faire, c'est ça. Hop, et hop. Là, on est dans un enchaînement de couleurs qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on est donc en tank vert. Comme j'ai dit, le tank vert, on va plutôt l'attaquer avec du rouge ou avec une majorité de rouge. Donc il lui faut du bleu à côté pour le protéger. Le rouge ne protégera pas le tank vert de rouge. Je veux dire, si moi personnellement je tombe face à cette équipe-là, je n'ai aucun problème à l'attaquer en rouge. Si le mani est à la place du rouge, donc si je tombe par contre sur cette équipe-là, hop, voilà. Là je me poserais plus la question parce qu'il y a Mani à côté, je serais faible contre Mani et Mani va me faire très mal et en plus il va me débuffer ma défense, donc j'aurai déjà plus de difficultés à l'attaquer en rouge. Alors que cette équipe là, j'attaque en rouge, il n'y a aucun souci. Autre chose, je déconseille fortement le doublon de couleur. Ce qu'on voit de plus en plus souvent ces derniers temps, c'est des couleurs qui sont doublées, donc on va dire par exemple tac et tac. Et puis là, on va mettre hop et hop, par exemple, des choses comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que c'est la même chose, je n'ai aucun problème pour attaquer cette défense en rouge. Je serai neutre contre deux personnes, mais je serai fort contre le tank. Et j'ai envie d'être fort contre le tank. Si vraiment, au pire, on se sent obligé de doubler une couleur,
Dans ce cas-là, à côté d'un vert, c'est certainement pas 2 rouges qu'il faut mettre, ce serait 2 bleus par exemple. Et par exemple, dans ce cas-là, on pourrait mettre une Frida et un Mani par exemple, ou une Ariel et un Mani, où là déjà, ça pose plus de questions. Pourquoi? Parce que bah, le rouge sera faible contre le bleu. Donc on sera fort contre le tank et faible contre les deux flancs. Ça pose souci. Sauf que, bah dans ce cas-là, on peut voir le problème à l'envers. Tant pis, on aura un peu plus de mal à se débarrasser du tank, mais on l'attaque en vert, puisqu'on sera fort contre les deux bleus qui sont à côté, et on sera neutre contre le tank. Donc, dans tous les cas, on sera fort contre quelqu'un, au minimum un des héros, et on sera faible vraiment. Il y aura possibilité en fait d'attaquer en étant fort contre quelqu'un, mais faible contre personne, à partir du moment où on double des couleurs. Donc je ne suis absolument pas d'accord avec ce principe-là. C'est pour moi une grosse erreur, même si c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. On va aller faire un tour vite fait dans le classement global, et on va voir que, comme par hasard, va pas y en avoir. Voilà, bim, directement le deuxième, on a un vert et deux rouges. Alors certes, ce sont deux très bons héros rouges, mais j'ai du mal à comprendre moi ce délire-là, dans le sens où bah ça, si j'ai les troupes qui sont bien montées, si j'ai des héros qui sont bien montés, etc. Là, au jour d'aujourd'hui, j'irai pas l'attaquer cette équipe-là, mais pas parce que l'emplacement des couleurs me fait peur, pas parce que je vois deux rouges à côté de Telluria, parce que tout simplement mes héros ne sont pas assez forts et ne sont pas assez montés dans l'ensemble. J'ai pas de quoi me faire un Momono rouge, il est à 3800 je crois de puissance, 800 d'écart, c'est énorme et j'ai peu de chances de vaincre cette équipe-là. Mais clairement, si j'ai des héros qui sont suffisants, bah aucun souci, j'attaque cette équipe en rouge. Je reste fort contre le tank n'est absolument pas protégé avec ces deux rouges là à côté de lui. Donc voilà, pour le principe des défenses, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire et du principal. Autre chose, mais bon ça concerne plus l'évolution en soi que juste la défense, parce que c'est aussi valable pour les attaques. Vos troupes, montez vos troupes le plus possible. Privilégiez les troupes mana. Hop, on va aller voir un petit peu les troupes. Essayez de les monter le plus vite possible en privilégiant les troupes mana. Donc vous voyez là sur mes jaunes, la ligne du dessus, ça c'est une troupe mana. Tac, voilà. Elle est montée au niveau 12, elle donne 20% plus 20% d'attaque, plus 14% de défense, plus 9% de mana. La troupe mana est orientée donc augmentation des pourcentages de mana et du pourcentage d'attaque. C'est encore une fois, plus vous faites mal, mieux c'est. C'est bon, après ça peut se discuter. Les troupes critiques, elles, hop, c'est ce qu'on a juste à côté, sont plus orientées donc sur le pourcentage de défense qui va être amélioré et le pourcentage de chance de donner des coups critiques qui va être amélioré. Dans l'ensemble, encore une fois, on préfère avoir des héros qui se déclenchent le plus vite possible, et qui font le plus mal possible. Et c'est exactement l'avantage que donnent les troupes mana. Donc voilà pourquoi je conseille d'augmenter les troupes mana. On fera peut-être éventuellement un de ces quatre une vidéo sur les troupes pour expliquer plus en détail. En tout cas, montez vos troupes le plus vite possible. C'est aussi important, c'est peut-être même plus important en fait que les héros que vous allez mettre dans votre défense. Les troupes font un maximum du travail dans l'histoire. Donc très 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 important d'avoir des bonnes troupes et d'avoir des troupes montées. Autre chose, emblémez vos héros. Aujourd'hui vous n'avez plus aucune chance si vous n'avez pas un minimum d'emblèmes sur vos héros. Vous voyez là moi je suis pas encore assez, c'est ce que je disais, j'ai pas les équipes qui sont encore assez fortes alors que j'ai quand même des héros qui sont montés au niveau 12, 13, 14 d'emblèmes. C'est pas encore assez. C'est pas encore assez. Voilà, plus vous aurez d'emblèmes et plus vous aurez des troupes fortes et plus votre défense résistera. Quels que soient, j'ai envie de dire, les héros que vous aurez mis dans votre défense. Les troupes et les emblèmes vont changer la donne beaucoup plus que les héros en soi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai été assez clair, j'ai essayé de faire ça le plus vite possible, j'avais déjà fait un essai et ça durait 1 heure. Donc j'ai réduit de moitié, je suis assez content de moi. Bah, j'espère que c'est encore assez clair, allez, petit récapitulatif, défense de raid, on va viser vitesse de mana, buff
buff et debuff, quoi, bonus et malus. Oh, pardon. Bonus pour les ennemis, manus pour les alliés, pardon, malus pour les ennemis. Et force de frappe. Le but, c'est de se débarrasser de l'équipe d'en face le plus vite possible. Et en défense de GDA, on part un petit peu sur la même chose en rajoutant la survivabilité. Il faut absolument que la défense soit capable de résister à plus d'une attaque. Donc, healer pratiquement obligatoire en GDA, healer pas obligatoire du tout, et voire même déconseillé en raid, et surtout vitesse de mana la plus rapide possible, quel que soit le poste. Plus vous aurez une mana rapide, mieux ce sera. Voilà, allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura aidé, et voilà, allez, à plus, ciao.